Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Endless Winter. Alors, Endless Winter est un jeu dans lequel nous allons donc prendre en charge une tribu de paléo-américains et essayer, ma foi, de les faire vivre au mieux, comme vous allez le voir. Alors, je vais vous ouvrir la boîte, un peu exceptionnellement, mais il faut avouer que quand même, il y a eu un bel effort de fait sur le matériel. Alors, il y a un mode solo, puisque je le vois passer, j'y pense. Là, j'ai les plateaux de jeu, là, j'ai mes plateaux multicouches, et puis vous voyez, ma foi, j'ai des fort jolies boîtes pour ranger tout ça. Alors voilà le petit plateau principal, mais vous allez voir, il y a d'autres plateaux qu'on met comme ça au milieu de la table de Endless Winter, avec une piste de score. Oui, on est dans de l'Eurogame, de niveau intermédiaire, je dirais, mais quand même, qui va vous faire réfléchir. Et ici, une piste de manche. Alors je vous présenterai tout au fur et à mesure, comme d'habitude. Alors on a un jeton mammouth, comme ça, que je mets là pour la première manche. Et on a comme ça 1, 2, 3, 4 manches. Donc 4 manches, et comment se déroule chaque manche? En fait, à chaque manche, vous avez deux phases. Vous avez une phase d'action pour tous les joueurs, puis une phase éclipse. Donc quand on est là en première manche, chaque joueur va faire ses actions, et quand on aura tous fini toutes nos actions de la manche, on passera en phase éclipse pour tous les joueurs, et on repassera deuxième manche, phase action, phase éclipse, etc., jusqu'à la quatrième manche, phase action et phase éclipse. Durant la phase action de chaque manche, qui est ici, en fait, quand c'est à mon tour, je vais poser un de mes guerriers sur une des 4 colonnes que vous avez là. Chaque colonne est thématique et correspond à un certain type d'action que je vais faire dans mon tour. Mettons que je mets là, je mets ici à mon tour, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les actions de cette colonne. Je vais vous expliquer bien évidemment comment, mais pas qu'une seule action. Donc, je vais faire plusieurs actions de cette colonne. Après, on arrivera en bas, et puis les autres joueurs vont jouer, et puis quand ça sera à moi, je vais revenir, mettons que je refais ici, je peux refaire le même, d'ailleurs un autre joueur peut venir là où je suis venu, c'est pas gênant, et donc je vais refaire par exemple toutes les actions de ce type-là, et puis je viendrai en bas, etc. Et en fait, on a 3 personnages comme ça, alors dont un comme ça, parce que c'est notre chef, alors vous voyez, il a un petit socle, parce qu'on joue pas toujours avec le même, qui fera pareil. Alors pourquoi on a un chef comme ça? Parce qu'en fait, les chefs, ils ont un pouvoir. Alors vous voyez, vous avez des cartes chefs, et d'ailleurs il en manque une, parce qu'il y en a 5, si, non, là voilà. Et en fait, c'est un pouvoir qui est en bas. Alors, elles sont recto-verso, et en début de partie, vous choisissez le pouvoir de votre chef, tout simplement. Et quand vous utilisez votre chef comme ouvrier de pose d'ouvrier, on va dire, même si c'est pas vraiment de la pose d'ouvrier, mais un petit peu quand même, quand vous le choisissez et que vous l'utilisez, vous pouvez alors utiliser son pouvoir. Vos 2 autres pions n'ont pas de pouvoir, c'est des guerriers tout bêtes. En tout cas, on a chacun un chef avec une figurine qui correspond et un pouvoir. Et je vous le dis, il y a 2 pouvoirs, mais en début de partie, vous choisissez lequel des 2 vous allez utiliser. Donc, quand c'est à mon tour de jouer, je vais prendre un de mes pions, choisir une colonne, faire les actions de la colonne, puis ça au suivant, et hop, je recommence. Tiens, c'est mon chef, j'aurais pu, si je le souhaite, utiliser son pouvoir. Puis c'est à nouveau à moi, et je rechoisis une colonne, ça se trouve la même, et je refais les actions. Donc vous avez bien compris, au cours d'une manche, on va faire 3 séries d'actions. Et une fois qu'on aura fini nos 3 séries d'actions, enfin que tous les joueurs auront fini, on passera en phase éclipse. Et en phase éclipse, vous allez voir, on va déclencher différents bonus. Mais avant de vous dire ça, il faut bien voir que dans ce jeu, il y a différentes mécaniques, dont de la gestion de ressources. Ça, c'est donc le plateau personnel de chaque joueur. Et on a 2 ressources principales dans le jeu, enfin 3, mais 2 sur notre plateau de façon nette, c'est les outils et la nourriture. Donc on a un petit cube pour nous indiquer le niveau de nos ressources, tout simplement, comme d'habitude. Alors si vous avez plus de 5 outils, vous avez perdu, on ne peut pas avoir plus de 5 outils. Par contre la nourriture, vous voyez, on peut en avoir jusqu'à 10. Alors des plus grandes cases, vous allez voir pourquoi. Outils et nourriture, des ressources qu'on va consommer. Vous les voyez là sur les dessins, vous vous doutez bien qu'à chaque fois qu'on va faire des actions, en gros, on va en consommer. Mais ce n'est pas tout. Les petites mains que vous avez au-dessus de la nourriture, c'est du travail. En effet, les 3e ressources qu'on va consommer, c'est du travail. Alors pourquoi on a une seule piste pour nourriture et travail? Tout simplement, quand je descends ce cube-là, je peux le descendre pour consommer soit de la nourriture, parce que j'en ai besoin là, par exemple, soit du travail, en fonction de l'icône qui est au-dessus. Voilà, si je suis ici, vous avez bien compris, 1 travail, 2 travail, 3 travail. Voilà, là, j'ai utilisé 3 travail, pas de nourriture, du travail. Mais derrière, je peux dire plus une nourriture. Travail et nourriture sur la même piste, et les outils, donc vous avez compris ici, pour aller faire nos actions. Les 3 ressources du jeu. Mais le travail, ce n'est pas que cette piste-là. Heureusement, parce que sinon, ce serait compliqué. Travail et nourriture, il y aura en permanence des choix à faire. Alors, choix que vous devrez faire de toute manière, comme vous allez le voir. Mais on a des cartes. Alors, tous les joueurs ont des cartes comme ceci. Et elles sont de 2 types. Vous avez les cartes tribus, avec des personnages, comme je suis en train de vous le montrer là, des cartes tribus, et puis des cartes culture. Alors vous voyez là, c'est pas du tout un personnage. Puis vous voyez, vous avez cette petite icône travail en haut des cartes tribus, vous l'avez pas du tout là en haut de la carte culture. Donc on a ces 2 types de cartes. Alors ce que je vous montre là, c'est les 9 cartes de départ. Tous les joueurs ont les mêmes. Par contre, bien évidemment, il y en a
plein d'autres. Et en jeu, on va gagner, quand je dis plein, c'est plein. Hein, et en jeu, on va gagner 2 nouvelles cartes, bien évidemment, et on va pouvoir se défausser, retirer de notre jeu des cartes. Et donc, vous avez, ça, c'est les cartes culture, comme vous allez le voir. Donc, vous avez bien compris, il y a un côté deck building, hein, puisque on va avoir en fait un deck de cartes. Au début de chaque manche, on va piocher 5 cartes dans ce deck, quel que soit le nombre de cartes qui nous reste de la manche précédente. Donc, on peut avoir 9 cartes dans notre main quand on commence une manche. Évidemment, c'est plus simple. Et puis, quand on finira à les utiliser, on les défaussera tout simplement. Et quand notre deck sera vide, et bon, on remélange la défausse, on remet dans le deck, et en début de chaque manche, je repioche dans mon deck. Hein, tout simplement, notre deck, il vient ici. Donc vous me dites, bah oui, mécanique de deck building. Alors oui, absolument. On va virer surtout ceux-là d'ailleurs, qui sont pas très efficients, pour des cartes plus efficientes, comme dans tout deck building. Maintenant, je n'ai pas eu un gros ressenti de deck building. Faut dire ce qui est. Pourtant le deck tourne, hein. J'ai lu quelque part que quelqu'un disait que le deck tournait pas trop, c'est pas vrai, le deck tourne, mais en fait, dans un deck building, un vrai, on va dire, normalement, quand la partie avance, à un moment, quand je pioche des cartes dans mon tas, je les regarde, je fais waouh, tout ce que je vais pouvoir faire, ça c'est parce que j'ai bien construit mon deck. Bon bah dans ce jeu, ça n'arrivera pas. Dans ce jeu, vous sortirez des cartes, vous serez content de les avoir, hein. Vous allez pouvoir faire des actions, mais il n'y aura pas de waouh. Donc la sensation, cette sensation de deck building, au fur et à mesure de la partie, d'avoir des cartes qui vous arrivent en main, qui vous rendent de plus en plus puissant, elle existe quand même parce que nos cartes sont plus efficaces, mais c'est très léger. Néanmoins, vous allez voir que vous allez virer des cartes et en gagner de nouvelles sans aucun doute. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que regardez, cette icône-là, bah oui, c'est la même que celle que vous avez là. C'est que vous allez pouvoir, si vous avez besoin de travail, vous voyez bien qu'on en a tout le temps besoin pour faire des actions, soit baisser votre niveau qui correspond au niveau travail-nourriture, soit consommer des cartes ici, pour les icônes travail en haut, comme on va le voir. Et ça, bah, vous les consommez de votre main et puis après vous les défaussez. Donc c'est le deuxième moyen d'avoir du travail, consommer des cartes de sa main, tout simplement. Alors il faut savoir que quand on commence la partie, on ne commence pas sans rien. Hein. Vous voyez, regardez, on a des cartes de départ, on va donc en avoir chacun une. Par exemple celle-là, vous voyez, je commence avec 2 outils et 4 nourritures. Hop, 2 outils et 4 nourritures en début de partie, plus 2 autres cadeaux, vous verrez ce que c'est. Et comme ça, on a toutes des cartes différentes. Alors en première partie, on les donne au hasard, hein, aux joueurs, de même que les cartes chef, on les donne au hasard, mais dès que vous avez fait une partie, vous faites un draft, hein, c'est prévu dans les règles. Donc on va pouvoir choisir parmi ces cartes-là, d'abord le chef avec le dernier joueur qui choisit en premier, et puis après les cartes ressources de départ avec le premier joueur qui choisit en premier. Donc on fait un draft, mais comme toujours dans les drafts, ce qui est très très bien comme mécanique, ce n'est valable qu'à partir de la deuxième partie, quand vous avez joué et que vous voyez un peu les stratégies que vous pouvez faire. En première partie, on ne sait pas où on va, autant les donner au hasard. En tout cas, on a des cartes de départ, donc des ressources de départ, on ne part pas avec rien. Donc je vous l'ai dit, on a 2 types de cartes. On a les cartes tribus, bah, c'est des personnages de notre tribu, puis les cartes culture en fait. Hein. Donc les cartes tribus, vous avez toujours ça, et puis vous avez un personnage. Donc juste une petite chose, je vous ai dit que ces cartes tribus dans nos phases action, on va pouvoir l'utiliser pour ça, mais pas que. Une carte tribu, vous l'utilisez toujours pour les points de travail que peut vous faire le Gus là, plus ce qui est écrit là, en l'occurrence, c'est un point de travail, mais ça peut être, vous voyez, complètement autre chose. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, bon là oui, mais ça vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, transformer une bouffe en outil, mais vous pouvez. Donc à chaque fois que j'utilise une carte à mon tour dans ma phase action, ça sera pour les points de travail du personnage et pour ça. Mais attention, regardez en dessous, vous voyez Eclipse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si cette carte-là, je la garde et que je ne la joue pas dans ma phase action, c'est-à-dire mes 3 tours d'action, eh ben je vais l'utiliser dans la phase Eclipse, pour ce qui est écrit en dessous. Et vous verrez, il y a plein d'endroits où il y a des petits dessins d'éclipse, parce que ce sont des actions qui se déclenchent en fin de manche, lors de la phase éclipse. Donc vous avez bien compris, vous avez un choix à faire quand vous avez des cartes en main. Le choix, il est triple. Soit je garde cette carte pour la manche suivante, soit j'utilise cette carte pour son pouvoir ici et ses points de travail lors de ma phase d'action pendant une de mes 3 phases d'action, puisqu'on a 3 bonhommes, je vous l'ai montré, ou alors je le conserve pour la phase éclipse de fin de manche, pour son pouvoir qui est en bas. En fonction des cartes que vous aurez en main, il va falloir choisir l'usage de chaque carte. Encore une fois, je garde pour la manche suivante, je l'utilise pour ça et ça, pour ma phase action, ou bien je garde pour la phase éclipse où j'utiliserai son pouvoir du bas. Donc quand on commence une manche, typiquement comment ça se passe? Et ben en fait, je vais pouvoir commencer ma manche en jouant une carte culture. Vous vous souvenez, elles ne sont pas pareilles que celle-là. Ben, quand vous commencez votre tour, pardon, pas votre manche, votre tour, vous pouvez jouer une carte culture. Alors c'est vraiment la toute première chose que vous pouvez faire. Vous ne pourrez pas en jouer à un autre moment de votre tour. Si je joue une carte culture, alors toutes les cartes qu'on joue, on les met ici, hein, au-dessus. Ben, je vais faire l'action qu'il y a en bas de la carte culture. Vous vous doutez bien. Hein. Est-ce que je peux en jouer d'autres si j'en ai d'autres dans ma main? Absolument. Mais si vous en jouez plus qu'une, à chaque fois que vous jouez une carte culture supplémentaire, vous êtes obligé de défausser une carte de votre main. Alors vous ne la perdez pas, elle va dans votre défausse, mais vous n'allez pas l'utiliser à cette manche et vous aurez de moins en moins de cartes en main. Donc ça, c'est pas terrible. Donc moi, dans ma partie, on a chaque fois fait qu'une seule carte culture, mais il y a peut-être d'autres stratégies qui font plusieurs cartes culture en début de chaque manche. En tout cas, je commence toujours ma manche par l'utilisation d'une carte culture, c'est-à-dire d'une action bonus, si je le veux. Si je veux pas,
je zappe cette étape, je n'utilise pas de carte culture. Une fois que j'ai fait ça, je choisis un de mes personnages, je choisis donc une colonne d'action, je le pose et je fais les actions en dessous. Alors toutes les actions sont optionnelles, hein, donc je fais un petit peu dans l'ordre que je veux, et sur les 4 colonnes, c'est la même chose. Vous avez d'abord, vous venez ici, vous avez des actions, alors il y en a 2, là il n'y en a qu'une, mais que vous pouvez faire de façon infinie tant que vous pouvez payer. Vous voyez, là il faut payer du travail, il faut payer de l'outil. Tant que vous pouvez payer, vous pouvez faire ces actions-là autant de fois que vous voulez. Donc vous pouvez faire plein d'actions si vous avez ce qu'il faut. Ensuite, je passe ici sur ce petit bandeau là à chaque fois. Ça, c'est une action qu'on ne peut faire qu'une seule fois par contre dans votre tour. Donc j'ai fait autant de fois que je voulais cette action, et maintenant je peux, si je le souhaite, faire cette action une seule fois dans mon tour. Et enfin, si je suis le premier à cette manche à faire cette action, je descends sur cette petite icône là et je gagne un bonus qui est là. Il y en a un en bas de chacun. Et j'ai fini mon tour. Mais pour faire ces actions, je peux défausser autant de cartes tribus que je le souhaite. Donc j'ai besoin de ça, ben je peux défausser 1, 2, 3 cartes tribus si je veux, pour le travail qui est écrit en haut, et pour éventuellement les actions qu'il y a là. Alors là, il n'y en a pas, eux c'est les hommes de tribu, en gros c'est vraiment la base de votre tribu, c'est les plus mauvaises cartes. Donc je peux avoir défaussé tout ça pendant cette action-là, pour les points d'action que j'ai ici, c'est-à-dire les points de travail, et puis éventuellement pour les bonus qui est là aussi, ici. Donc en tout cas, quand je suis en train de descendre et de faire ça autant de fois que je veux, et ça une seule fois, je peux déposer comme ça des cartes de ma main autant que je veux, j'ai bien dit des cartes tribus avec des personnages, hein, pas celle-là, je vous répète qu'on dépose qu'en début de manche. Et lorsque j'ai fini ça, bah, toutes les cartes que j'ai utilisées, je les récupère là, hein, et puis elles vont dans ma défausse, hein, parce que je les ai utilisées, je les aurai une prochaine fois, quand ma défausse reviendra ici dans mon deck. Et bien quand, bah vous le savez, lorsque mon deck ici sera vide, je remélange ça et je le ramène là, en sachant qu'on reprend 5 cartes au début de chaque manche. Est-ce que quelqu'un peut venir derrière faire cette action-là que j'ai fait alors que je l'ai faite? Absolument. Un autre joueur peut tout à fait venir faire cette action-là. Par exemple, joueur violet, ça, lui, il vient, il veut faire cette action, hop, il vient là, il paye, il fait ça autant de fois qu'il veut, tac, il fait ça, bam, une fois, s'il le souhaite. Et maintenant, eh ben, ce bonus a été pris, donc on le met là. Et oui, par colonne, vous avez bien compris, il n'y a que le premier de la manche, hein, parce que ça se renouvelle à chaque manche, qui va pouvoir prendre le bonus. Mais on va quand même retourner aux actions qui nous intéressent. Alors évidemment, en toute première manche, bah, le 4e joueur, bah, il aura qu'une seule action où il pourra prendre un bonus. Les autres ont été pris certainement par les autres joueurs. Alors il pourra quand même retourner à un endroit où ça a déjà été fait, mais bon, c'est un petit peu dommage de laisser passer comme ça un bonus. Mais il y a une compensation. Hein. Le 4e joueur commence avec plus de ressources que les autres joueurs, bien évidemment. Voilà, et ça tourne, c'est à nouveau à moi. Bah, moi, je prends ce personnage, je viens faire cette action-là, boum, ça autant de fois que je veux, ça une seule fois, ah super, je prends les bonus, si c'est dispo, sinon je viendrai ici, tout simplement. Et après, encore à moi, bah, je recommence avec lui, voilà, c'est mon 3e tour d'action, et encore une fois, vous savez, lui, c'est votre chef, donc si vous pouvez, tout à fait, si vous le souhaitez, ben, vous pouvez utiliser son pouvoir de chef, vous mettez là pour pas oublier, au moment où vous utilisez votre chef, et uniquement à ce moment-là. Hein, ce pouvoir de chef, vous ne pouvez l'utiliser que quand vous utilisez votre chef pour enchaîner des actions. C'est optionnel. Il y a autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est au lieu d'utiliser, alors que ce soit votre chef ou un autre, sur ce truc sur ces tableaux d'action, vous pouvez venir le faire se reposer ici, à cet endroit-là. Alors si à votre tour, votre personnage, votre ouvrier, vous venez le faire reposer ici, alors donc vous ne ferez pas les actions du plateau, vous allez juste enchaîner ces actions-là. C'est d'abord, vous allez pouvoir prendre une tuile repos. Alors, les tuiles repos, il n'y en a pas des tonnes. Alors, il faut savoir que c'est une variante, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas dans la règle de base, mais je vous conseille d'utiliser tout de suite, c'est très bien. Les tuiles repos, en début de la manche, on les pose là, et puis on retourne, elles sont pas dans le bon sens, mais enfin, ça n'a pas grand-chose. Toc, voilà, excusez-moi, hop, on reprend. Donc, j'en retourne une en chaque fois de début de manche, et si je viens me reposer, je prends la tuile repos qui est là, et je gagne son bonus. Ou je peux toujours la remettre dessous, parce qu'on les remet à chaque fois dessous, et puis prendre celle qui est juste après. Voilà. En tout cas, si quelqu'un fait un repos, après on ne retourne pas à la suivante. On piochera toujours au-dessus, sauf en début de manche où à nouveau, boum, on en remettra juste la première qui est révélée. Donc première chose, je gagne ce cadeau-là. Ensuite, je vais pouvoir faire toutes ces actions. C'est quoi ces actions-là? Alors ça, c'est simple, c'est de pouvoir reprendre dans votre main une carte de votre deck. Alors je vous dis, comme on les garde et qu'on en prend 5 en plus à chaque début de manche, c'est tout à fait intéressant. Mais surtout, c'est intéressant parce que, alors je vous saute cette petite action-là, hein, parce que vous verrez un petit peu plus tard, ça se joue avec les animaux. Oui, il y a des animaux, vous verrez des cartes animaux. Parce que ici, ça va vous donner pour la phase éclipse 1,5, hein, oui, c'est un 1,5 point de travail. Ah, et c'est important ça, oui, vous allez voir, les points de travail sont importants en phase éclipse. Oui, donc on va pas consommer tous nos personnages, on va en garder pour cette phase éclipse avec des capacités ici de travail. Parce que les cartes culture en phase éclipse ne servent à rien, je vous l'ai dit, une carte culture c'est juste une ou plusieurs, en défaussant des cartes, en tout début de manche, en tout début de tour, pardon. Alors que se passe-t-il quand un joueur utilise sa dernière action, c'est-à-dire son dernier personnage?
il va immédiatement regarder les cartes qui lui restent en main et il va pouvoir mettre des cartes de côté et il va dire ça sera pour ma phase éclipse qui arrive. Et il nous montre combien de cartes. Alors, il ne nous montre pas les cartes, mais combien de cartes. Puis le deuxième joueur joue son dernier tour, il met des cartes de côté pour la phase éclipse, et le dernier joueur, il fait pareil. Et on rentre en phase éclipse quand tous les joueurs ont fini, comme ça, leur tour d'action. Alors, en phase éclipse, je ne vais pas vous la détailler, mais il faut savoir que les personnes, ce que vous allez mettre comme carte de côté, si vous mettez des cartes culture, comme j'en trouve pas, voilà, comme celle-là, par exemple, elles ne vous apportent rien en phase éclipse. Alors, vous me dites à quoi ça sert de les mettre là. D'autant plus que toutes les cartes que vous utilisez en phase éclipse, elles partent dans la défausse après. Hein. Vous ne les récupérez pas dans votre main, il faudra qu'elles reviennent dans le deck. En fait, c'est simplement pour bluffer. Donc pour faire croire aux autres que vous mettez beaucoup de cartes. Et donc ça les pousse à consommer beaucoup de cartes aussi. Bon, ça n'a pas été utile dans notre partie, mais bon, c'est possible. Sinon, les seules cartes utiles en phase éclipse, ce sont les cartes personnages. Je vous le détaillerai après, mais c'est que ça qui sont utiles. En fait, la phase éclipse, ça va vous apporter quoi ? Déjà, c'est à cette phase-là qu'on va définir le nouvel ordre du tour, hein, avec ces pions qu'on met, vous voyez, ici, hop, que je suis en train de vous faire, là, tac, voilà. Donc là, on met des pions pour tout le monde. Ça sera le prochain ordre du tour pour la prochaine manche, c'est l'ordre de la phase éclipse en fonction des cartes. Et ensuite, on va faire le plein de bonus. Où et comment ? Je vais vous expliquer ça un peu plus tard, il faut que je vous montre le jeu. Mais en tout cas, on va pouvoir faire le plein de bonus à cette phase éclipse, donc ça peut être quand même tout à fait puissant et on peut aussi faire beaucoup de points de victoire, vous verrez, dans cette phase éclipse. Mais ça se prépare juste avant, dans la phase action. Donc on prépare dans sa phase action ces phases éclipse. À chaque fois. Alors on va rentrer un petit peu dans les actions qu'on peut faire et je vais vous montrer comme ça un peu tout le reste du matériel, parce qu'il y en a encore pas mal, autour de ce plateau principal. Alors, juste très vite, cette colonne d'action, elle vous permet quoi ? Elle va vous permettre d'acquérir de nouvelles cartes tribus. Ces cartes-là, hein, vous voyez les personnages. Et bien vous allez pouvoir en acquérir de nouvelles grâce à cette action-là. Cette action-là vous permet surtout d'acquérir de nouvelles cartes culture, dont je vous ai parlé. On en a tout un tas. Mais aussi de faire ça, j'y arrive dans un instant. Ça, c'est quoi ? C'est les points de victoire. Ici, c'est quoi ? Cette zone d'action-là va vous permettre d'aller déposer des camps dans on va dire dans la zone environnante. Alors cette zone environnante, c'est quoi ? Regardez, j'ai plein de tuiles, et oui, et je vais vous faire un tas. Vous allez voir une zone de tuiles comme ça, les unes à côté des autres, tout un paysage. Et dans ce paysage, on va pouvoir y poser des campements, créer des villages, etc. Donc ça, c'est cette zone d'action-là. Et ici, c'est quoi ? On va pouvoir aller chasser. Il y a un plateau pour ça. Et vous voyez, vous avez plein de cartes animaux qu'on va pouvoir chasser. Donc au final, on va pouvoir jouer sur ces cartes animaux et aller les chasser. On va pouvoir jouer sur ce territoire-là que vous allez voir dans un instant pour y poser des camps ou des villages. On va pouvoir gagner des cartes, évidemment, c'est indispensable. De nouvelles cartes personnages, donc dites tribus, de nouvelles cartes culture, hein, ici ou là. Et on va pouvoir aussi faire des petites choses que je ne vous ai pas encore tout à fait expliquées, mais je vais y venir. Alors, première action, celle-là. Si vous venez ici pour faire cette action, la première chose que vous pouvez aller faire, c'est récupérer de nouvelles cartes tribus. Ah, où sont-elles ? Elles sont ici, ce sont les cartes tribus. Alors, il y en a 5 types différents, c'est-à-dire qu'en dessous, c'est toute la même. Hein. Donc, à chaque fois, pour chaque tas, c'est rigoureusement la même carte qui est en dessous. Donc, il y en a plein, donc on peut en prendre autant qu'on veut. Mais en tout cas, pour toute la partie, on aura le choix parmi ces 5 personnages à rajouter dans notre tribu. Alors, au départ, regardez, en plus des ressources, vous avez le droit de prendre une carte personnage en plus et vous la prenez dans votre main. Là, en l'occurrence, la carte que je viens de vous montrer, c'est celle-là. Donc, lorsque je viens ici, je peux consommer un outil et une force de travail pour récupérer une carte, mais on peut le faire autant de fois qu'on veut, je vous le disais, ou presque, puisque cette action, si vous la refaites en reconsommant un outil et en reconsommant une force de travail, vous êtes obligé de prendre un personnage différent. Donc en faisant cette action-là, au maximum, vous en prendrez 5 en consommant 5 outils et 5 forces de travail. Alors 5 outils, je vous le remontre, c'est quand même le maximum que vous pouvez avoir d'outils. Et 5 forces de travail, vous avez bien compris qu'il va falloir jouer les cartes en même temps, consommer de la bouffe si vous le souhaitez. N'oubliez pas que la bouffe vous permet d'avoir, j'arrive ici, de la force de travail si vous diminuez. Alors vous voyez que là c'est moins bien quand même, il faut sauter 2 cases pour avoir de la force de travail, mais surtout vous allez prendre les cartes que vous avez en main et puis vous allez consommer ces personnages pour leur force de travail qui sont en haut. Voilà, j'ai besoin, je veux prendre 2 cartes là-dedans, et j'ai 2 outils, super, je vais baisser de 2 outils ici, clac, j'ai ça en main, je joue ces 2 personnages, ils ont chacun une force de travail, ils m'apportent 2 forces de travail, 2 forces de travail, 2 outils, allez, je peux choisir 2 cartes différentes parmi toutes celles-là. Où est-ce qu'elles me viennent ces cartes-là ? Ces cartes-là, elles vous viennent dans la main, tout simplement. Donc c'est quand même très très bien. C'est-à-dire que vous allez les avoir pour les tours suivants, ces cartes. Donc vous pouvez prendre des cartes pour vos 2 tours suivants de cette manche. Donc ça c'est très bien. Une fois que vous avez fait ça autant de fois que vous voulez, tant que vous avez de la force du travail et des outils, vous pouvez aller faire cette action une seule fois. C'est quoi ? C'est dépenser une nourriture, hein, donc ici, dépenser une nourriture,
Pourquoi faire? Pour revenir prendre une carte ici, alors là, une seule, mais elle ne vient pas dans votre main, elle vient, c'est ce petit symbole-là, dans votre défausse, là, à gauche, hein, de votre plateau. Donc ça veut dire que cette carte-là, bah, vous l'aurez quand vous aurez passé votre deck et que le deck reviendra là. Vous l'aurez pas tout de suite. Mais bon, vous l'aurez plus tard. Et surtout, regardez, les cartes, c'est toutes des points de victoire fin de partie. C'est un point en règle générale. Alors quand vous avez des chiffres comme ça sur fond noir, c'est des points de victoire fin de partie. Donc avoir des cartes, c'est quand même bien, c'est des points de victoire au final, puis c'est des actions qui seront mieux que vos cartes de départ, vous vous en doutez. Et cette action-là, c'est quoi? Eh ben, vous allez pouvoir, si on lit la règle, mettre une carte tribu dans votre culture, peu importe, dans votre cimetière. Alors votre cimetière, vous avez une carte qui dépend du personnage que vous jouez qui est là. Vous posez votre carte ici et vous les glissez en dessous. Donc les gens savent pas trop ce que vous mettez. En gros, vous faites du sacrifice humain si vous voulez, mais vous pouvez aussi mettre des cartes culture. Donc vous pouvez aussi abandonner des cultures thématiquement. En tout cas, vous pouvez virer des cartes de votre jeu en sachant que vous pouvez les prendre soit dans votre main, soit dans votre défausse, soit au-dessus, c'est-à-dire des cartes que vous venez de jouer à ce tour-là, mais pas dans votre deck par contre. Et vous les glissez en dessous. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien ça épure votre deck, ça vous vire des cartes dont vous n'avez rien à faire, mais ça va vous faire aussi des points de victoire possiblement en fin de partie, et je vais y arriver tout de suite. Je vous explique comme ça au fur et à mesure. Donc avec cette action-là, en tout cas, je peux en gros tuer une carte et la mettre en dessous. Le bonus ici, c'est quoi? C'est à nouveau mettre une carte en dessous. Donc si vous faites ça en premier à cette manche, vous allez pouvoir enlever deux cartes, soit d'ici, soit de votre main pour les mettre là en dessous, hein, donc ça peut être bien, et en plus vous montez en idole. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est lié à ce que je viens de vous dire en plus. On a un plateau idole pour tous les joueurs qui a deux côtés. Et on va le mettre donc à côté du plateau, et chaque joueur va se mettre un petit pion idole, là, comme ça, tout en bas. Lorsque vous gagnez des actions idole, dès que vous gagnez ça, mais vous en avez sur les cartes, vous voyez, là j'en ai un. Phase éclipse, cette carte-là, le chaman, elle me donne une action idole. Et ben je peux monter une de mes idoles de 1. Ah, c'est bien ça. Eh bien oui, c'est des points de victoire fin de partie. Alors là, vous voyez sur fond noir, fin de partie. Ça veut dire quoi? Si vous montez ici, en fonction d'où vous serez arrivé, eh ben vous allez gagner des points de victoire en fonction des ressources qui vous restent en fin de partie. Si vous êtes tout en bas, vous ne gagnez rien, 0. Si vous êtes dans cette première section, vous gagnerez un point de victoire pour 4 ressources, et si vous êtes tout en haut, vous gagnerez un point de victoire par ressource. C'est rappelé ici, c'est outils et nourriture. Si vous êtes arrivé en haut et dans la partie vous continuez à monter, vous gagnez un point à chaque fois. Alors il y a des petits cadeaux là en plus, vous voyez, c'est-à-dire que là vous pouvez enterrer une carte, là, comme je vous ai expliqué, en foutant en dessous. Là vous pouvez prendre une carte ici, tribu, la mettre dans votre défausse, et là vous pouvez prendre une carte tribu, la mettre tout de suite dans votre main. Ça c'est immédiat quand votre pion arrive là. Donc ça c'est pour des points de victoire en fonction des ressources de la fin que vous aurez, mais il faut alors monter tout là-haut. Hein, puis vous voyez, il y a différentes étapes à faire. Donc ça, c'est cette action idole, mais bon, j'ai toujours pas de lien avec ça, et ça, c'est juste à côté. Là, bah, pareil, dès que vous avez des actions idoles, comme celle-là, bah, vous allez pouvoir monter. Alors, si vous arrivez à un endroit où il y a déjà le pion d'un autre joueur, alors déjà, quand vous arrivez, vous mettez toujours à gauche, pardon, et puis si ce joueur-là, il monte de 2, bah, il va se mettre à votre droite. Hein, on fait toujours comme ça. Le premier à arriver se met le plus à gauche. À quoi ça sert? Ça va déjà, quand vous arrivez là, vous gagnez 2 points, là 3 points et là 5 points. Donc vous allez pouvoir gagner 10 points de victoire au moment où vous arrivez à ce niveau-là. Mais surtout, on va regarder en fin de partie le joueur qui est le plus haut. Et s'il y a 2 joueurs qui sont au même niveau, on va regarder celui qui est le plus à gauche sur le premier qui est arrivé. Et il va marquer des points en fonction de quoi? Du nombre de cartes qu'il aura enterrées. Ah ah, oui, qui sont là. Et ben combien? C'est très simple. Si vous êtes le plus haut, ou en tout cas le plus à gauche, si vous en avez entre 1 et 3, vous gagnez 6 points. Si vous avez entre 4 et 6, vous gagnez 10 points. Si vous avez 7 ou plus de 7 cartes là-dessous, vous gagnez 15 points. Donc ça peut être très fort, mais regardez, le joueur qui serait 3e dans cette course-là où on monte pendant toute la partie, bah lui, c'est pas 6, c'est 1, c'est pas 10, c'est 3, c'est pas 15, c'est 6, c'est quand même beaucoup moins bien. Et tous ceux qui sont derrière, c'est pareil, parce qu'en fait, c'est 1er, 2e, 3e dans l'ordre de cette piste-là. Hein, donc 6, 3, 1, 10, 6, 3 et 15, 10, 6. Donc il y a une course ici. Et si vous le faites, c'est qu'il faut mettre des cartes en dessous. Moi personnellement, j'ai réussi à mettre 7 cartes. J'ai tué 7 cartes, mais vous voyez, ça peut aller vite. Hein, que si vous faites cette action en premier, vous en mettez 2 déjà. Bon, alors après, allez en chercher quand même. Enfin, c'est avec cette carte-là, vous êtes allé en chercher. Donc cette action-là vous permet d'enterrer. En plus, ça vous fait de toute façon monter en idole. Donc vous allez jouer ça. Hein. Mettre 7 cartes au moins là, monter en idole pour être le premier ici, avec 7+, pouvoir faire plein de points en fin de partie. Et en même temps, bah, remplacer les
cartes que vous virez par des cartes qui sont ici, qui seront mieux, qui vous correspondront mieux. Tout simplement. Après, il n'y a que 5 types de cartes. Hein. C'est pour ça aussi que le deck building n'est pas énorme, parce que vous ne prenez pas plein de cartes de types différents. Il n'y en a que 5. Hein. Alors moi, personnellement, je vais vous le dire, parce que j'ai gagné dans ma partie, j'ai fait 115 points. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est ce que j'ai fait. Donc je vous dis les petites choses que j'ai fait. Moi, j'ai réussi à monter ici tout en haut et à être premier. Alors, c'était rigolo. Hein. Il y a eu une course ici. Hein. Il y a une joueuse qui a été devant quasiment toute la partie. Et à la fin de la partie, ouf, on lui a grillé la priorité, parce que ces actions-là, vous en avez à d'autres endroits. Et donc, du coup, pouf, on est passé devant elle. Et moi, je suis arrivé premier. Et comme j'avais 7 cartes que j'avais enterrées, j'ai fait 15 points. Alors, au passage, d'ailleurs, quand je suis arrivé là, quand j'ai eu 7 cartes enterrées, ça arrivait assez vite. Cette action, pour moi, était un peu moins intéressante, parce que je voulais plus enterrer de cartes. Donc, l'action d'enterrer de cartes, je m'en foutais, parce que j'étais au max pour gagner les points ici, au maximum. Donc, du coup, je pouvais me concentrer sur d'autres actions. Mais celle-là, je les menais vraiment au bout. Donc, en tout cas, ça, c'est cette action-là. Choper des nouvelles cartes, en enterrer et gagner, si vous êtes bien monté ici, des points de victoire immédiats et en fin de partie, en fonction de votre position par rapport aux autres et du nombre de cartes que vous aurez enterrées dans votre cimetière. Cette action-là, c'est quoi ? Alors, cette action-là, déjà, si vous venez ici, vous allez pouvoir prendre des cartes culture. Mais il vous faut 3 travails. Donc, c'est pour une carte culture. Hein, donc, ça demande quand même pas mal. Donc, vous pouvez en prendre 3 si vous avez 9 travails, il n'y a pas de problème. Toujours de la même manière, hein, si vous avez besoin de travail, vous avez les cartes que vous avez en main, hein, donc vous allez pouvoir les jouer hein, au-dessus là, en disant voilà pour le travail hein, en question. Éventuellement, je vous le répète, pour ce bonus qui est en dessous, c'est quand elles ont un bonus, mais pas le bonus des clips, hein, donc pour ces deux choses-là si vous le souhaitez. En tout cas, il va falloir que vous en ayez 3, et n'oubliez pas, vous pouvez aussi consommer de la nourriture sur votre piste nourriture pour prendre du travail au choix. En tout cas, il va falloir en avoir 3, et vous prenez une carte culture. Alors les cartes culture, je vais pas tout vous mettre, hein, parce qu'en plus, je ne veux pas trop monter le plateau. Mais les cartes culture, elles viennent en dessous. Et en fait, vous avez 2 tas de cartes culture. Vous avez les cartes avec 2 traits, là, comme ça, qui sont de niveau 2. Et vous avez les cartes avec un seul trait qui sont de niveau 1. Et vous avez bien compris, en fait, pendant toute cette période-là, on va utiliser uniquement les cartes de niveau 1, comme c'est indiqué là. Et puis quand on arrivera là, on virera toutes les cartes de niveau 1 et on mettra les cartes de niveau 2. Et en fait, ces cartes-là, bon là, c'est les niveaux 1. On en met au début de chaque manche, il faut qu'il y en ait 8 de disponibles. Donc on va en mettre 8, on les tire évidemment sur le tas comme ça, et il y en aura 8 de disponibles, et on ne les remplace pas au cours de la manche. On ne re-remplira qu'au début de la manche suivante. Donc, une fois que c'est pris, donc s'il y a plein de gens qui vont là, les cartes vont partir. Et les cartes tribus, je vous le répète, c'est au tout début d'un tour, vous allez pouvoir l'utiliser de façon à faire l'action qui est ici. Hein. Donc, encore une fois, vous faites ça. Alors, comme là, c'est écrit, vous prenez les cartes tribus dans votre main. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai fait ça, boum, boum, je fais ça. Au tour suivant, quand j'utilise un autre de mes pions, je vais pouvoir utiliser la carte tribu que je viens de prendre au tour précédent. Donc, il faut bien en tenir compte. Cette carte-là, au passage, c'est juste parce que vous mettez les 2 tas, tas 1, tas 2, face cachée, et ça, vous le posez sur le tas 2 en début de partie pour pas vous tromper de tas quand vous remplissez en début de manche. Tout simplement. Donc ça, vous prenez les cartes culture, et là, c'est quoi? Et bien là, vous allez pouvoir dépenser de la bouffe et des outils, vous verrez combien, pour prendre des tuiles de pierres sacrées. Alors les pierres sacrées, on en a plein, vous voyez, toutes celles-là, et en fait, elles ont un numéro au dos. Hein. Hop, vous voyez, là, c'est 1. Et je vais, au début de partie, en mettre au hasard, comme je suis en train de vous le faire, là. Alors là, il y a des 2 qui traînent au milieu, elles n'ont rien à y faire, ça doit être un 1. Non, ça c'est un 2 aussi. Donc je vais en mettre comme ça en fonction du nombre de joueurs. Donc les zones blanches sont toujours remplies, puis après là, 3, 4 et 3 joueurs. Donc à 3 joueurs, on rajoute ça, puis à 4, on met celle-là. Et vous voyez, je les ai mises, mais il m'en reste, hein, bien évidemment, puisque ça permettra un bon renouvellement de partie, puisqu'il n'y aura pas toujours les mêmes tuiles. Lorsque vous arrivez donc ici, ça vous l'avez fait autant que vous voulez, tant que vous pouviez payer, vous allez dépenser pour prendre une de ces tuiles pierre sacrée. Et ça, c'est des points de victoire. Alors, il faut savoir que tant qu'on est dans les 2 premières manches, on ne peut prendre que celle-là. Lorsqu'on arrive à la 3e, 4e manche, on peut prendre n'importe laquelle, y compris celle-là. Mais on peut prendre n'importe laquelle. Elles ne sont pas remplacées. Hein. Quand elles sont prises, elles sont prises. En fait, ces pierres sacrées viennent ici. Vous voyez, vous commencez par en mettre une ici pour votre première, puis ici, puis ici. Le coût, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Là, c'est un outil, une bouffe, un outil de bouffe, un outil 3 bouffes. Voilà, pour pouvoir en poser une. En tout cas, si vous faites cette action, vous payez, mettons, un outil, une bouffe, vous pouvez, je prends, mettons, celle-là m'intéresse énormément, et je viens la mettre ici. Alors, il ne faut pas oublier de prendre le cadeau qui est en dessous. Hein. Là, vous voyez, vous enterrez une carte, là, vous prenez une carte tribu que vous mettez dans votre défaut, c'est là, vous prenez une carte tribu que vous mettez dans votre main. Évidemment, c'est de mieux en mieux. Donc, vous prenez tout de suite quand vous posez. Ah, alors, et ça, c'est bien. Alors ça, c'est des points de victoire, comme vous voyez, immédiats, conditionnels. Ah, immédiat, tout de suite, je prends en fonction de ça, si je l'ai bien fait, vous verrez à quoi que ça correspond, je prends tout de suite 2 points de victoire. Non, non. Ça, d'abord, c'est une action que vous allez pouvoir faire plusieurs fois, donc ce ne sera pas que 2. Ce sera 2 que multiplie le nombre de fois que cette action est faite. Et regardez, ce sera en chaque phase éclipse.
Ah, et oui, quand je vous ai dit qu'on prépare pendant notre tour notre phase éclipse, ben ça c'est un exemple. Donc je vais vous détailler ces tuiles-là, mais en tout cas, quand on sera en phase éclipse, vous aurez intérêt à avoir fait l'action du dessus pour gagner les points du dessous. Ça, c'est certain. Et on peut le faire 3 fois. Autant vous dire que si vous arrivez à vite remplir et à faire les actions qu'il faut, quand vous arrivez en phase éclipse, des points, vous allez en faire des tonnes. Ça a été mon cas. Je vous expliquerai ça après. En tout cas, ces tuiles-là, tuiles pierre sacrée, c'est des points de victoire conditionnels si vous avez fait l'action qu'il faut à la fin de chaque phase éclipse, donc à la fin de chaque manche. Hein. Donc ça, c'est très très important. Et c'est ici que vous arrivez à le choper. Alors après le bonus, quand vous êtes le premier, ben, vous voyez, c'est une bouffée, un outil. Alors c'est tendu les ressources, hein, donc une bouffe, un outil, c'est bien. Cette action-là, si je viens faire ça, qu'est-ce que ça va être? Eh bien ça va être, quand je suis ici, autant de fois que je veux, tant que je peux payer, pour un outil, je peux placer un camp, et pour un travail, je peux déplacer un camp. Donc un outil, hein, ici, là, pof, 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 et un travail. Donc vous avez compris, toujours pareil, avec les cartes que j'ai ici, ou en consommant de la bouffe pour le travail. Je place un camp où, et je déplace un camp où. Alors en fait, ça, c'est sur ces tuiles-là. Et je vais vous faire un plateau avec ces tuiles-là dans une seconde. En tout cas, ça c'est l'action permanente, pardon, je peux recommencer plein de fois. Je viens ici, si je veux, je consomme 3 bouffes pour transformer 3 camps en village. C'est bien ça? Oui, oui, c'est très très bien, vous verrez après. Et l'action bonus, si personne n'y est encore allé, c'est de poser un camp, ah ben cette action-là, et d'en déplacer un de 1, ah ben cette action-là, oui, sauf que là, c'est gratuit. Où est-ce qu'on fait tout ça? Ben, je vous l'ai dit, sur le territoire que je vais vous créer avec ces tuiles-là. Voilà, je vous ai fait le terrain. Alors, il m'en reste, hein, bien évidemment, hein, tout ça pour le renouvellement des parties. Alors, les tuiles que je choisis, c'est pas totalement au hasard. Il y a une partie qui sont au hasard, pour que ça change à chaque partie, et puis une partie qui est fixe pour que le plateau soit un minimum équilibré, bien sûr. Donc ça, c'est bien fait. Donc ça, c'est, je vous ai dit, hein, l'action qui est tout ici, là. Hop, ça rentre pas tout dans le champ, bon, bah, c'est pas très grave. C'est cette action qui est ici. Donc, ça veut dire quoi? Je vous ai dit, la première chose, vous pouvez payer des outils pour aller placer des camps. Alors, en fait, je reviens sur le plateau personnel, qui est là, parce qu'on a des camps sur ce plateau personnel qui viennent prendre place, hop, ici. Et vous doutez bien, il y en a 5. Voilà, je vous ai mis 5 camps. Lorsque je fais l'action de poser un camp, donc qui est la première de cette série d'actions-là, qui me coûte à chaque fois un outil hein, pour le faire, je prends le camp le plus à gauche et je vais le placer où? Je vais le placer toujours sur la tuile de départ qui est celle-là. Donc mais les camps arrivent toujours là. Hein, là, si j'utilise 2 outils, je peux en poser 2 par exemple. Ah oui, j'ai libéré un peu plus de place pour ma bouffe, c'est bien, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Donc ça, c'est la première action. Ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait les déplacer. Hein. Vous avez les actions de déplacement des camps. Et bien les déplacer, c'est simple. J'ai 1, 2 déplacements, ça dépend. Des petites flèches qui sont indiquées, bah, je déplace de 1, je déplace de 2, bah oui, je compte en tuiles, tout simplement. Voilà. Et je vous ai dit qu'il y avait une action de construire un village pour 3 bouffes. Alors, pour construire un village, il va falloir que vous ayez, hop, autour d'un coin, vous voyez, comme ça, avec les petits cercles, vous ayez 3 camps. Si je suis dans ces situations-là, voilà, j'ai 3 camps centrés sur un coin comme ça, je peux, à ce moment-là, à mon tour, en faisant la dernière action de cette colonne-là, dire « je récupère mes 3 camps », alors il retourne sur votre plateau, hein. Ouais, donc il retourne, il vous rebouge la nourriture si vous êtes monté haut, parce que bah, il vous rebloque sur la quantité de nourriture, puisqu'encore une fois, ils reviennent sur la piste nourriture. Donc j'enlève les 3 camps, mais qui étaient ici, hein, pourquoi faire? Bah, pour venir mettre, hop, un village au centre. Ok. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien en fait, il y a une histoire d'influence sur ces tuiles. On va regarder les joueurs qui ont le plus d'influence. C'est très simple. Un camp, ça vous apporte 1 d'influence sur une tuile. Un village, ça apporte 2 d'influence pour chaque tuile qui le touche. Mais vous avez bien compris, si j'ai fait par exemple 2 villages comme ça, voilà, ça veut dire que j'ai ici 1, 2, 3, 4 influences. Et oui, j'ai mes 2 villages qui influencent la tuile. Et après, on a l'histoire de majorité. Bon, majorité pourquoi? Bah regardez, vous avez des cadeaux, là, points de victoire, l'action totem, on va la voir après, monter là sur cette piste-là, bon, il y a des cadeaux partout. Alors, sauf sur les glaciers, mais on va y venir dans un instant, mais il y a des cadeaux partout. Et ben en phase éclipse, vous avez vu qu'il y a des petites éclipses écrites partout, ben on va gagner les cadeaux. Mais je vais venir, encore une fois, je vais récapituler la phase éclipse après. On va gagner les cadeaux sur toutes les tuiles où on a le plus d'influence, même à égalité. Donc, c'est pas trop vache. On ne va pas chercher à se faire des vacheries. À partir du moment où on est égalité, tout le monde gagne le cadeau de la tuile au moment de l'éclipse et en fin de tour. Donc, aller mettre, rajouter des camps pour prendre la majorité que personne l'autre l'est, c'est un peu dommage, parce qu'avec ces camps-là, vous auriez pu aller sur d'autres tuiles pour gagner encore plus de bonus à votre tour, plutôt que d'empêcher juste les autres joueurs de gagner un bonus. Donc en règle générale, on se fait pas trop de vacheries, on les fait mais sans vraiment le vouloir. Si vous faites un village, vous remplacez 1 d'influence sur chaque tuile par 2 d'influence sur chaque tuile. Donc vous pouvez prendre la majorité sur quelqu'un qui aurait qu'un camp. Bon, vous ne le faites pas pour ça forcément, mais
pour pouvoir vient vous assurer tous les bonus de là. Et donc ça peut faire beaucoup de bonus lors de la phase éclipse, comme on va le voir. Et donc ça, vous le préparez pendant votre phase de tour. Alors après, je suis pas sûr que ça soit optimal. Enfin, de ma partie, ce que j'ai vu, hein. Moi, ça, je l'ai quasi pas fait. Alors, j'ai fini par avoir mes 5 camps, parce qu'avec les actions, des actions qui nous mettent des camps, donc fini par les avoir. Mais je l'ai très peu fait. J'avais pas un seul village. Ça m'a pas empêché de gagner. Et je trouve que c'était pas hyper bien payé. Bon, maintenant, j'ai qu'une seule partie, donc ça veut pas dire grand chose. Un petit oubli, c'est une variante qui a comme pour les tuiles repos, mais je vous conseille de mettre tout de suite en place, c'est les tuiles glaciers. Alors, il y en a plein, donc ça va, c'est une variation dans les parties. Vous les mettez sur cette phase, sur les zones glaciers qui apportent aucun bonus. Et en fait, à partir du moment où il y a un camp qui est placé sur un glacier, ou même qui passe en cours de déplacement, on le retourne. Et là, ça vous donne le bonus que gagnera chaque village qui touchera cette tuile. Je construis un village ici, bim, je pioche 2 cartes. Je pose un autre village ici, boum, je repioche 2 cartes. Voilà. Donc vous avez aussi ici, là, la tuile glacier qui vous rapporte, qui fait votre curseur de bouffe au maximum à chaque fois que vous posez un village dessus. Voilà, j'avais petit oubli, c'est pour ça que vous voyez que la caméra bouge un peu. Sur ces tuiles qu'il faut mettre tout de suite dès la première partie. Enfin, cette dernière série d'actions, elle correspond à quoi? Eh bien, elle marche avec le plateau animaux, que je vais vous mettre là. Alors, les animaux, je vous ai montré, il y en a plein. Alors, il faut savoir qu'en début de partie, on met nombre de joueurs plus 1. Donc, par exemple, si on est 5, vous avez bien compris, je vais en mettre... on les a peut-être pas, ouais. Bon, je vais vous prendre au milieu parce qu'on n'a pas remélangé le tas. Après avoir joué, donc on joue à 4 joueurs, mettons, bah, je prends 5 animaux, puisque c'est nombre de joueurs plus 1 que je vous mets comme ça, et puis on met ce tas-là ici, et on va chasser, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Quand je viens ici, je fais ça autant de fois que je veux, comme d'habitude, je consomme un travail pour prendre 2 cartes ici, et remplir des cases éventuellement vides. Si on n'a qu'une, j'utilise un travail pour en mettre qu'une. Ensuite, je consomme un travail et un outil pour chasser, c'est-à-dire prendre une carte ici. Ça, on le fait autant de fois qu'on veut. Donc, si j'ai assez de travail, que ce soit avec les cartes que je joue de ma main, ou que ce soit en consommant de la nourriture, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'on peut consommer de la nourriture, eh ben, je peux tout à fait me dire, tiens, je prends ces 2 cartes-là. Maintenant, avec un travail, je fais cette action-là, j'en rajoute 2 nouvelles, ça va être que des lions. Ah non, ouais. Hop, voilà, j'en rajoute 2 nouvelles. Maintenant, bah attends, j'ai encore du travail. Là, je peux, entre ma bouffe et les cartes que j'ai en main et que je vais jouer, j'ai encore des outils. Je rechasse. Je reprends un truc comme ça, voilà. Et avec ça, on va les mettre à côté de son plateau. Ça, c'est cette action-là. Que fait-on avec ces cartes-là? Eh bien, en fait, ces cartes, c'est des points de victoire fin de partie en collection. Si à la fin de la partie, j'ai une carte chat dans le sabre, c'est 1 point. 2 cartes, c'est 3 points. 3 cartes, c'est 6 points. 4 cartes ou plus, c'est 10 points. Et ainsi de suite pour chacun. Donc, il y a plein d'animaux différents. Hein. Mais ce n'est pas tout. Regardez, vous voyez cette icône-là? Et en fait, si vous regardez bien, c'est l'icône que j'ai passée sous silence ici, là. Vous savez quand vous envoyez quelqu'un au repos. Et bien, cette icône-là, c'est que si vous la jouez, vous allez pouvoir taper l'animal et prendre ce qu'il vous donne. En gros, vous le tuez, quoi. Hein. Donc lui, il vous donne 2 outils, bah oui, des beaux outils, et de bouffe. Donc je peux aussi faire ça. Alors ça, je peux le faire n'importe quand à mon tour? Absolument pas, c'est une action. Donc je viens de vous montrer, vous pouvez l'avoir, si vous envoyez quelqu'un au repos, vous allez pouvoir taper un animal. Vous en avez aussi sur, là j'en ai pas, mais sur les cartes, je sais plus où, je suis en train de regarder là, non, mais ça doit être sur les cartes culture. Et puis vous en avez surtout ici. Une fois que j'ai fait ça, l'action suivante, c'est quoi? C'est justement tuer un animal. Donc pour pouvoir prendre son bonus. Et ici, là, c'est quoi? Bah là, c'est juste d'aller prendre la carte qui est sur le dessus du tas et la rajouter. C'est le bonus de ça. Donc les animaux, soit vous faites des collections, soit vous les tapez pour leurs ressources. Il y a un choix à faire. Et pour les taper, il faut quand même faire ces actions-là. Donc il va falloir aller les trouver. Mais... donc là, par exemple, j'en ai 2, tiens, comme ça, donc là, j'ai 3 points, hein, en fin de partie. C'est la fin de partie uniquement. Mais vous vous dites, bon, bah, c'est un peu dommage, mettons que lui, je le fais pour ça, puis après, en fin de compte, j'en gagne d'autres. Ah bah, c'est bête, hein, j'aurais pu vraiment faire une collection. Alors lui, je le gagne plus tard, bah, pareil, je le tue, bah, ça me fait quand même 2 bouffes et 2 outils, donc c'est des bons cadeaux. Hein. Puis allez, hop, j'aurais gagné celui-là plus tard, et je l'aurais tué aussi, et j'aurais 2 bouffes et 2 outils. Bon, bah, c'est dommage, parce que vu que je les ai tués qui sont horizontaux, je ne gagne plus cette collection-là, elle ne marche pas, les animaux sont morts. Ou presque. Pourquoi? Parce que regardez, dans les tuiles ici, niveau 2, vous avez des tuiles animaux parfois. Hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous gagnez des points de victoire en fonction du nombre de cartes animales de ce type. Alors vous voyez, bon, c'est pas celle-là. Je regarde si je les ai là, mais je crois pas. Non, je les ai pas. Non, je les ai pas. Vous voyez, le type est indiqué là. Bon, c'est pas la bonne tuile, mais peu importe. Et ben, vous regardez le nombre d'animaux de ce type que vous avez tués et vous en gagnez des points de victoire en fonction du nombre que vous avez tués. Et ces points de victoire-là, c'est exactement les mêmes que ceux de la collection. Donc si vous chopez la tuile ici, pierre sacrée, que vous venez mettre
là, sur votre plateau perso, hop, voilà, je vous montre là, tout en bord de champ, que vous venez mettre là, et bien maintenant, pour ce type d'animal-là, allez-y, tuez-le, parce que quand vous allez les tuer, non seulement vous allez prendre les bonus parce que vous l'avez tué, mais en plus, grâce à cette tuile-là, vous allez gagner des points de victoire qui correspondent au final à la collection. Mais uniquement pour ceux qui sont tués. Si vous en avez certains qui ne sont pas tués et d'autres qui sont tués, bah, ça marque que pour ceux qui sont tués. Hein, et donc ça, en fin de compte, ça peut être très très fort. Alors moi, je l'ai beaucoup fait et je me demande si c'est pas un indispensable. Alors je serais embêté parce que les jeux, vous êtes obligé de faire un truc, sinon vous perdez. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir la liberté stratégique, j'en sais rien. Il faudrait plus de parties. Si vous avez un commentaire à faire à ce sujet, allez-y, ne vous gênez pas. Donc en tout cas, c'est la dernière chose qu'on va pouvoir faire. Et la phase éclipse, j'arrête pas de vous en parler depuis tout à l'heure et de vous montrer des petites choses. Et justement, j'y arrive tout de suite parce que ces tuiles-là, c'est directement lié. Lorsqu'on va arriver en phase éclipse, donc on aura tous fait nos actions que je viens de vous montrer, qu'est-ce que l'on fait? On va d'abord regarder pour l'ordre du tour. Pour ça, on aura donc tous mis des cartes de côté, comme je vous ai dit, qu'on n'aura pas joué à ce tour-là, et on va les jouer pour notre éclipse de phase cachée. Et on va toutes les révéler. Donc celui qui aura ici le plus de travail, alors je parle que du haut des cartes, on se fout du reste, là pour l'instant, y compris la bouffe ne compte pas, celui qui aura le plus de travail dans les cartes qu'il aura mis de côté pour son éclipse, il sera premier joueur. Et ainsi de suite, et ça redescend. En sachant que s'il y a des égalités, on inverse l'ordre du tour en fonction du tour de la manche précédente. Donc les cartes éclipses que l'on a mis de côté, qu'on n'a pas joué à ce tour-là, et qu'on n'aura pas pour le tour suivant, parce que toutes les cartes éclips sont défaussées, enfin qu'on n'aura pas pour la manche suivante, nous servent premièrement pour pouvoir regarder, en fonction de celui qui aura le plus de travail sur ces cartes, qui sera premier à l'ordre du tour de la manche suivante. Alors c'est important parce que l'ordre du tour a beaucoup d'importance, mais aussi parce qu'il y a des cadeaux, regardez, qu'on prend tout de suite lors de cette phase éclipse. Le premier prend ce cadeau-là, le deuxième prend ce cadeau-là, tac, 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 tac. Donc c'est quand même très très important. Alors ça c'est quoi? C'est poser un monolithe, je vais y venir à la fin. Là c'est prendre une carte dans votre tas, tout simplement. Ça, et je vous rappelle qu'on prend 5 cartes en début de manche, hein, donc en prendre une c'est bien. Ça c'est monter sur ce plateau-là, ça c'est gagner un outil, et ça c'est gagner une bouffe. Alors à chaque fois que vous gagnez un de ces bonus, que ce soit là ou sur des cartes, etc., vous pouvez toujours prendre un bonus moins fort. Hein. Celui qui est là-haut, s'il veut, il peut monter plutôt ici que faire un monolithe. C'est tout à fait possible, on peut toujours prendre un bonus moins fort que le bonus que l'on gagne. Donc ça, c'est le début de la phase éclipse. On regarde dans les cartes éclipse qu'on a jouées, celles qui ont le plus de travail, enfin celui qui a le plus de travail, et il sera premier, et après chacun prend ses bonus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les cartes qu'on a jouées, toujours en phase éclipse, on va regarder leur pouvoir d'éclipse. Et on va l'appliquer. Par exemple, lui, il vous offre quoi? Eh bien, vous allez pouvoir poser un camp sur la zone là-bas centrale, et vous gagnez une bouffe. Hein, vous voyez, phase éclipse, celui-là, si vous l'aviez mis de côté dans votre phase éclipse, vous avancez 2 camps, vous déplacez 2 camps de 1 ou un camp de 2. Là, vous gagnez 2 outils à votre phase éclipse. Là, vous prenez une carte ici, tribu, que vous mettez dans votre défausse. Et là, vous montez de 1 cran ici, ou là, enfin un des deux, au moment de la phase éclipse. Mais ça, c'est si vous avez gardé ces cartes en main sans les utiliser dans ce tour, pour les utiliser à la fin de la manche, lors de la phase éclipse. Donc, première chose ici. Deuxième chose, les cartes éclipse. Une fois que vous avez fait ça, on va regarder ici. Et on va regarder les influences. Si vous avez le plus d'influence sur un hexagone, même à égalité, vous gagnez immédiatement le cadeau de l'hexagone. Alors c'est quoi? Ben, ça va être des points de victoire, 2 points de victoire, 1 point de victoire. Ça va être de faire l'action monolithe. J'y viendrai, c'est la dernière action que je vais vous présenter. Ça sera de monter ici, de gagner de bouffe, de gagner des outils, faire l'action monolithe, monter ici, gagner de bouffe, gagner des outils, gagner des points de victoire, vous avez compris, points de victoire, ressources, action monolithe dont je vais vous parler dans une seconde, et monter ici. En fonction de l'influence. Hein. Donc encore une fois, il faut quand même être celui qui a le plus d'influence, même à égalité, sur une tuile. Donc si vous en avez plein partout, vous avez de l'influence partout, bah, évidemment en phase éclipse, vous prenez tous les cadeaux. Mais au final, est-ce que c'est énorme? Moi je trouve qu'on fait quand même beaucoup de choses avec autre chose, donc c'est pas... Enfin moi je vous dis, je prenais très peu de choses en phase éclipse avec ce plateau-là, 1 ou 2 trucs, bah, ça m'a pas gêné le moins du monde. Mais bon, encore une fois, tout dépend des stratégies, il faudrait tester plus le jeu que je ne l'ai fait pour être certain. Ça c'est la deuxième phase. Et dernière chose très très importante, vous gagnez les cadeaux de votre plateau en phase éclipse. Alors première chose que je voulais vous dire très importante, regardez, si vous avez mis un type ici au repos, vous vous souvenez, il n'est pas venu faire d'action, et ben il compte pour un travail et demi, donc il faudra quelqu'un qui ait aussi un demi-travail, en phase éclipse. Donc c'est pas mal ça. Lui, il compte toujours pour un travail et demi en phase éclipse, l'ouvrier que vous avez mis là. Donc ça tient, ça c'est pas mal. En plus, je vous ai dit, vous avez fait bouffer un animal, ça peut rendre service. Mais ce n'est pas tout. Regardez ici en phase éclipse, c'est maintenant que l'on score les tuiles que l'on aurait posées comme ça. Donc en phase éclipse, ben, vous pouvez scorer ici, en fonction de ce que vous avez fait. Et ça, on va le faire 1, 2, 3, 4 fois. Hein. Moi, je crois que, oui, à partir de l'ère 2, je suis allé chercher 2 tuiles, et les 2 dernières éclipses, j'ai dû faire 16 ou 20 points hein, chaque fois avec ces tuiles-là.
parce que j'avais les bons animaux, oups, que j'avais tués. Donc encore une fois, ça peut énormément scorer. À chaque éclipse, vous scorez en fonction de là où vous en êtes, de la condition. Là, comme vous avez vu, c'est d'avoir tué ces animaux-là. Voilà, au lieu de les avoir pour la collection de fin de partie, vous les avez plutôt, vous les scorez plutôt plusieurs fois. Alors c'est mieux, parce que vous les scorez là à chaque fois que vous faites une phase d'éclipse, alors qu'en fin de partie c'est qu'une fois. Mais bon, il faut les avoir gagnés, il faut les avoir tués. Bon, vous avez pris le bonus, mais ça fait quand même 2 actions. Et il faut avoir cette tuile. Bon, c'est quand même plus dur que juste les garder pour la fin de partie. Donc c'est normal que ça rescore à chaque fois. Donc en tout cas, vous scorez ça c'est très fort. Ensuite, vous allez scorer ici, c'est quoi? Alors ça, c'est la zone de feu. J'ai oublié, enfin j'ai un peu oublié quand même, mais de vous montrer pour la zone des mégalithes, vous allez voir. Mais ça, c'était la zone où étaient, je les ai enlevés bien sûr. Hop, je vais vous en remettre un parce qu'il en reste un. Voilà, les villages. Si j'ai placé 2 villages, et en phase éclipse, je prends immédiatement 2 cartes dans mon deck. Donc c'est quand même très bien, j'aurai beaucoup plus de cartes à jouer lors de la manche suivante. Et en plus, vous pouvez prendre un outil ou monter 2 fois ici si vous avez libéré toutes ces cases. Et ces cases-là, ce sont les mégalithes. Alors je vous les ai mis, alors vous voyez, il y en a 2 à chaque fois. Là, il y en a 2 à chaque fois. Et il faudra les libérer. Alors c'est quoi? C'est l'action mégalith. C'est pas pour rien que je la monte à la fin, parce que regardez, elle n'est sur aucune des zones d'action ici. Et c'est uniquement un bonus qu'on peut avoir là, ou qu'on peut avoir aussi là-bas. Donc si vous allez jouer beaucoup ici, vous allez jouer certainement les mégalithes. Alors les mégalithes, c'est 4 petites tuiles. Là, je vais vous poser un peu les animaux. Comme ceci, alors il y a des schémas pour les positionner en fonction du nombre de joueurs dans la règle, donc vous les mettez un peu comme vous voulez. Lorsque vous faites une action mégalith, par exemple là, c'est le bon moment, c'est la phase d'éclipse par exemple, vous avez des actions mégalithes là-bas, vous les déclenchez, et vous allez pouvoir prendre les mégalithes, vous commencez par ceux qui sont le plus à gauche. Ça, c'est des mégalithes neutres, tous les joueurs en ont 2. Ça, c'est des mégalithes à notre couleur. Et je vais pouvoir aller les placer. Alors où est-ce que je peux les placer? Lorsqu'il n'y a rien, on est obligé de le placer dans un coin. Ça, c'est le départ de chaque tuile. Et dans ce coin, on ne peut poser que des mégalithes neutres. Donc forcément, on commence comme ça. Mais une fois qu'il y a un mégalithe neutre qui est posé, et que c'est à nouveau à moi de jouer, que je pose un mégalithe neutre ou que ce soit un mégalithe comme ça, je vais pouvoir, alors si c'est un neutre, soit le poser dans un coin, ça c'est possible, il n'y a que les mégalithes neutres qui commencent une nouvelle tuile, soit le poser perpendiculairement. Si je suis comme ça, après je continue, alors lui je ne peux pas le poser dans un coin parce qu'il n'est pas neutre, mais je peux venir le mettre ici, je peux venir le mettre là, ou je peux venir le mettre là. Vous avez bien compris que quand on fait une action mégalithe, c'est d'en poser un. D'abord, ça vous libérera des cadeaux pour la phase d'éclipse, mais surtout, vous prenez immédiatement le cadeau qui est en dessous. Alors au début, vous voyez là, c'est un outil, bon, c'est pas mal. Là, c'est prendre 2 cartes dans son deck, là, enterrer une carte, monter de 2 ici, très puissant, enterrer une carte, monter de 1, là 2 bouffes, tirer 2 cartes, là c'est plutôt aller prendre des cartes ici sur la tribu, là c'est aller jouer ici sur les animaux, et ici c'est prendre des cartes culture et prendre des outils. Jouer les mégalithes, ça peut marcher, parce que quand vous posez, le bonus est bien, mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi marquer des points en posant un mégalith. Si on était comme ceci, c'est-à-dire que j'ai formé un carré, j'ai pris exprès un autre joueur, et je peux poser un de mes mégalithes, alors là c'est obligatoirement un mégalithe à ma couleur, j'ai pas le droit de le faire avec un mégalithe neutre, et je peux venir, regardez, hop, le poser au-dessus, il est posé sur 4 mégalithes. Et alors là ça fait quoi? Et immédiatement je score. Quand je pose un sur le dessus, je score. Alors si je fais un 3e étage, ça marche aussi, Si on a 4 comme ça et qu'on vient poser au-dessus, ça marche, mais ça marche que le calcul que je vais vous donner pour l'étage qui est juste en dessous de vous. Je vais regarder quels sont les 4 mégalithes qui portent celui que je viens de poser. Si c'est un mégalithe qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire qu'il a un autre joueur ou qu'il est neutre, c'est 1 point. Si c'est un mégalithe qui m'appartient, c'est 2 points. Donc dans cette configuration-là, si je pose ce mégalithe, je fais 1, 2, 3, 4, 5 points. Mais tous les mégalithes de couleur d'un autre joueur lui offrent 1 point. Donc il m'offre un point parce qu'il me soutient, mais je lui rends ce point, en gros, je lui redonne un point parce qu'il me soutient. Donc et quand c'est pas contre ma couleur, ça me fait gagner 2 points. Donc là, dans cette situation-là, 1, 2, 3, 4, 5, je gagne 5 points, jaune gagne 1 point. Donc de toute façon, c'est toujours tout à fait rentable. Même s'il y avait, il faudrait qu'il y ait 4 jaunes en dessous pour que ce soit pas rentable. Mais enfin bon, je vais pas me poser s'il y a 4 jaunes, ce serait un petit peu stupide. Remarquez, je vous dis ça dépend du positionnement sur la piste de score. En tout cas, ça c'est les mégalithes. Point bonus et pas des moindres immédiats, et puis on peut se poser au-dessus. Alors évidemment on va calculer un petit peu quand est-ce qu'on va faire ça, parce que si vous posez le 4e, vous ouvrez la porte, est-ce que quelqu'un vient de se poser là? Maintenant si vous avez mis un truc là, votre couleur, vous avez donné un point, donc tout ça, ça se calcule, mais ce sont les mégalithes. Alors après vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous avez 10 mégalithes, donc on n'en a pas non plus énormément. Donc si je faisais un socle parfait, 4 des miens plus celui du haut, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça me fait 8 points, j'ai déjà utilisé la moitié de mes mégalithes quand même, donc si je fais 2 socles parfaits, on va dire, je gagne 16 points. Bon, c'est pas énorme, Alors il y a des gros bonus en dessous, mais pour moi, on fait des points, c'est bien, c'est pas non plus la folie furieuse quand même les points qu'on peut faire. On en fait beaucoup plus avec ces tuiles-là. Si vous faites bien l'action qui est au-dessus et que vous le rescorez à chaque éclipse,
Ça, c'est beaucoup plus puissant. De même que les collections. Voilà, et on tourne comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et à la fin de la partie, on n'oublie pas de regarder combien il nous reste de ressources et de scorer en fonction de où on est monté ici. On n'oublie pas de regarder combien on a enterré de cartes et en fonction de, si on est premier, deuxième ou en dessous, de scorer en fonction du nombre de cartes. On utilise le bon cartouche en fonction de notre position sur cette piste-là. Chaque carte nous a rapporté des points, c'est 1 point pour toutes les cartes tribus, toutes les cartes niveau 1, culture, c'est 1 point aussi, et les cartes niveau 2, il y en a qui sont à 2 points. Alors les cartes culture, je ne les ai pas beaucoup montrées, mais il y en a, ça peut être bien quand même. Hein. Commencer son tour avec des cadeaux comme ça, c'est quand même, ça peut être tout à fait sympa. Hein. Donc faut pas les négliger non plus, les cartes culture. Hein. Donc ça, c'est un autre moyen de gagner des points, donc encore une fois, ce sera vos cartes tribus, et puis toutes les cartes animaux que vous n'aurez pas inclinées, bah, ça vous fait des collections. Hein. Et c'est comme ça qu'on rajoute un petit peu des points en fin de partie. Voilà, pour vous donner une idée, moi j'ai fini à 115, d'autres, le deuxième était vers 80-85 par là, sur une première partie, et en sachant que bon, donc du coup j'ai bien marché, moi j'ai fait essentiellement, j'ai fait des animaux, mais surtout j'ai pris des tuiles, à partir de la troisième manche, j'ai pris des tuiles ici qui scoraient avec mes animaux couchés. Et en deuxième manche, j'ai pris une tuile qui me donnait des points en fonction du nombre de personnages que j'avais en dessous ici tués. Hein. Les cartes que vous défaussez, vous savez, enfin pas que vous défaussez, que vous éliminez de votre jeu. Et très vite, j'ai pu en mettre 7. Hein. Donc ça veut dire que grâce à cette tuile-là, ça me rapportait des points à chaque éclipse, hein, 3 fois, et ça n'a pas été qu'un peu. Hein. En plus, je suis arrivé premier ici, donc ça n'a pas été qu'un peu. C'est les cartes qu'on mettait en dessous, là. Et puis, avec mes animaux, grâce à ces tuiles-là, pour les 2 dernières éclipses, pareil, ça a scoré fort. Hein. C'est ça qui m'a fait scorer quand même, hein, beaucoup. Hein. Animaux avec les tuiles qui correspondent, carte qui était mise ici, que j'ai virée de mon jeu, en montant bien ici, et avec une tuile qui correspondait bien au plus tôt possible dans la partie. Bon, à partir du moment où j'ai fait ça, boum, j'ai explosé les scores. Hein. Donc c'est pour ça que, je sais pas après, hein, mais ici, ça m'a pas l'air de récompenser énorme. Alors évidemment, on peut faire des actions ici, ça va pas faire énormément de points, par contre ça fera des bonus, donc j'ai quand même l'impression qu'on va un peu tous courir après ces tuiles-là, et courir après les animaux, et monolithe et placement là, on va le faire aussi, hein, mais c'est plus subsidiaire, on va dire, pour nous aider à faire le reste. C'est l'impression que j'ai. Alors maintenant, j'ai qu'une partie. Ça se trouve, il y a des gens qui ont joué, ils m'ont dit, mais non, pas du tout. On a joué complètement différemment. Ça a vachement scoré, plus que tes 115. Donc je sais pas. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. En tout cas, voilà. C'est Endless Winter. Et ben, c'est un jeu qui m'a bien plu. Hein. J'étais un peu dubitatif au début. Je ne savais pas trop où j'allais aller dans ce jeu. Et au final, ça marche bien. On peut bien scorer. On peut faire pas mal de choses différentes. Il y a de la bonne interaction évidemment, parce qu'on vous pique la place du bonus ici, parce que là-bas, ça finit par bousculer quand même. Hein. Dans notre partie, c'est quand même beaucoup bousculé. Ici, il y a une super course, c'est rigolo. Nous, on a fait vraiment une grosse course ici pour les points. C'était sympa. Après, il y a un joueur qui est resté tout en bas, hein, il s'en est foutu. Tout dépend, mais il faut bien optimiser. Il n'y a pas beaucoup de manches, mais elles sont amplement suffisantes. Vous avez vu, on fait quand même beaucoup de choses au cours de notre manche. D'abord, ici, on fait pas qu'une action, on en fait plusieurs. Ensuite, c'est x3, hein, parce qu'on a 3 pions. Et enfin, en phase éclipse, si vous avez mis beaucoup de cartes en éclipse, bah, avec les actions du bas, vous allez faire beaucoup d'actions hein, en phase éclipse. Et puis, si vous avez pas mal de trucs là, vous allez faire pas mal de choses ici. Et puis, ce sera assez jouissif ici de venir prendre des points de victoire si vous avez posé ces tuiles-là et qu'elles marchent bien avec, encore une fois, ce que vous avez fait tout au long de la partie ou de tours précédents qui ont préparé les phases éclipse. Voilà, c'était Endless Winter, un euro de niveau intermédiaire, mais enfin qui est quand même assez costaud, il fait réfléchir. Hein. Donc ça va vous faire un petit peu fonctionner l'euro, il n'y a pas de doute. Je vous le conseille, parce que c'était tout à fait une bonne partie, et j'ai absolument envie d'y revenir. On verra quand, ça je sais pas encore. Mais c'était une bonne pioche. Après, à voir, à tester, est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou est-ce que ce que j'ai dit est complètement faux, c'est-à-dire est-ce que c'est animaux, tuiles comme ça, à fond les ballons. Et encore tuiles comme ça, quand c'est celle-là, vous voyez, c'est les villages que vous avez à côté de tuiles hexagonales comme ça. Donc pour faire les 10 points que vous filent les animaux si vous en tuez 4, il en faut 5 hein, quand même. Hein. Donc après, évidemment, on pouvait mettre par exemple ces deux-là, là, comme vous voyez, tous les deux joueraient pour ce type de tuiles-là, hein, bien évidemment, ça vous en ferait déjà 2. Enfin 2, ça fait 4 points. Donc il faudra encore en mettre un là, 4, 5, 6, 7, 8, enfin bon, ou alors, si vous mettez là, vous tapez sur les 2 tuiles. Donc, à mon avis, ces tuiles-là, pour qu'elles soient rentables, c'est-à-dire 2 points de victoire pour chaque village qui touche une tuile du style imprimé, il va falloir, prendre 2 tuiles identiques côte à côte, y poser des villages pour qu'avec un village, bim, bim, ça fasse vite monter ça, pour que ces tuiles-là soient rentables, parce qu'il faut au moins que ça vous fasse, vous voyez, 6-10 points, donc il vous faut au moins 3 villages qui touchent ces tuiles-là pour que ça soit rentable d'utiliser ces tuiles-là. Mais je pense que du coup, si vous utilisez bien ça, si vous placez bien vos villages, il peut quand même y avoir une stratégie sans doute pour faire ça et ça avec cette action-là. C'est moins évident, c'est moins naturel, je pense, que les animaux.
à mon avis. Et là, je le répète encore une fois, j'ai pas l'impression que ça score très fort. Par contre, vous avez beaucoup de bonus qui peuvent être vachement bien. Là, monter 2 ici, c'est un super bonus. Et en plus, vous enterrez une carte. Hein, c'est vraiment, c'est les deux actions qui combattent. Voilà, Endless Winter, je vous le conseille. À vous de voir. Maintenant que vous avez vu la vidéo. Bon jeu!